Voilà, donc nous allons passer la journée ensemble pour parler de mobilité sociale, du rôle de l'entrepreneur et des actions mises en place pour favoriser et dynamiser cette mobilité sociale, facteur essentiel de bien-être et de cohésion. De quoi parle-t-on quand on parle de mobilité sociale? Pour définir un petit peu ce sujet et voir sa complexité et sa richesse, j'appelle Romina Boarni, qui est conseillère principale et coordinatrice de l'initiative sur la croissance inclusive à l'OCDE, et Jacques Galvani, ancien président du club du XXIe siècle et partenaire School Lab. Bonjour. Bonjour. Bon, je crois que vous êtes autonome, je vous laisse la parole. On vous retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Bonjour, vous m'entendez? Oui, merci. Donc bonjour, Jacques Galvani. Donc on a 30 minutes avec Romina pour vous parler, en fait, pour essayer de cadrer le sujet de la mobilité sociale, puisqu'on va parler, comme on parle aujourd'hui d'entrepreneuriat et de mobilité sociale. On va essayer d'abord en 10 minutes d'essayer de vous donner quelques éléments sur qu'est-ce que c'est que la mobilité sociale, de quoi on parle. Ensuite, pendant 10 minutes, de faire un lien avec l'entrepreneuriat. Est-ce que réellement la mobilité sociale peut être aidée, peut être appuyée par l'entrepreneuriat et comment? Et puis, on gardera 10 minutes pour répondre à vos questions, échanger avec vous. Donc, première chose, donc Romina, qui est spécialiste de croissance inclusive à l'OCDE. Vous êtes docteur diplômé d'école polytechnique. Et vous avez travaillé sur ces sujets d'ascenseur social. L'OCDE a sorti récemment une enquête qui a fait pas mal de bruit, qui indiquait notamment qu'il fallait donc en France à peu près 6 générations pour quelqu'un qui venait des classes sociales les plus défavorisées pour accéder à la classe moyenne, alors que la moyenne dans l'OCDE était de 5 générations. Ces chiffres semblent considérables. Comment on peut les expliquer d'abord? Comment on les mesure? Enfin, comment on a fait ce travail de mesure? Et qu'est-ce que ça implique selon vous pour la mobilité sociale? Merci Jacques. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici. Merci aux organisateurs de cet événement qui est très important en fait pour l'initiative de la croissance inclusive que je pilote à l'OCDE. L'OCDE travaille sur le sujet de la croissance inclusive depuis 2011. Et en effet, comme Jacques le rappelait, on a publié un rapport sous les questions spécifiques de mobilité sociale l'année dernière, donc qui s'appelle « L'ascenseur social en panne ». Voici le rapport. Et je crois que la plupart d'entre vous, vous avez entendu parler du rapport, même peut-être dans des versions synthétiques qui effectivement sont plus faciles à lire. Pourquoi l'OCDE s'intéresse à cette question de la mobilité sociale? Essentiellement parce que c'est une question fondamentale pour toute économie et toute société. Et que depuis le début des années 2000, l'OCDE a fait un constat très clair qui est que la croissance ne bénéficie pas à tout le monde. Donc, il y a croissance, bien sûr de façon assez inégale entre les pays de l'OCDE, mais dans l'ensemble, il y a eu, disons, des tendances de croissance, des tendances à la hausse. Néanmoins, la mobilité sociale, en fait, s'est arrêtée. Et donc, on va revenir en effet par la suite sur le pourquoi c'est un problème, mais juste, en fait, si je devais vraiment synthétiser à une phrase, donc les résultats de ces rapports et de façon plus large de tout ce qu'on a fait pendant 6 ans, le constat est très clair. Donc il y a un vrai problème dans la façon dont aujourd'hui l'économie fonctionne. La richesse qui est créée n'est pas partagée de façon équitable. Ça a un impact aujourd'hui, sur évidemment, c'est-à-dire que les inégalités s'accroissent, mais ça a un impact aussi sur en fait le demain et sur les chances et les perspectives de mobilité sociale. En fait, on a mis en évidence un lien très fort entre les inégalités aujourd'hui et puis les inégalités de demain. Et c'est exactement les liens et ça s'explique exactement par les mécanismes de mobilité sociale. Maintenant, quand on parle de mobilité sociale, évidemment, c'est un concept qui a été étudié par les économistes pendant 50 ans. Donc, on peut définir la mobilité sociale de façon assez disparate, on va dire. Il y a plusieurs approches, il y a plusieurs techniques. On peut parler de mobilité sociale absolue ou relative. On peut parler de mobilité sociale intergénérationnelle, c'est-à-dire entre les générations,
regarder en fait comment, par exemple, les enfants évoluent, comment leur diplôme évolue par rapport, et les revenus évoluent par rapport à ce qui a été fait par leurs parents. On peut parler aussi de mobilité intragénérationnelle, c'est-à-dire vous prenez une seule personne et vous regardez comment cette personne, pendant toute sa vie, pendant toute sa carrière professionnelle, a pu gravir les échelons professionnels, par exemple, a pu gagner davantage de revenus. De façon générale, il n'y a pas une seule définition valide de la mobilité sociale. Ça aussi, c'est quelque chose qui va dépendre évidemment beaucoup de préférences sociétales finalement. Néanmoins, donc l'OCDE a souhaité mobiliser toutes ces notions et mesurer du coup ces différentes façons de faire mobilité sociale. Et disons, les résultats qu'on a trouvés, qu'on a publiés dans ce rapport, c'est que dans tous les pays de l'OCDE, il y a un vrai problème de mobilité sociale, c'est-à-dire la mobilité sociale est soit très faible, soit en baisse. Donc, le chiffre phare qu'on a utilisé pour décrire ce rapport, c'est celui que Jacques évoquait, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui vient d'une famille, d'un milieu, on va dire, défavorisé, il vous faut, en moyenne dans l'OCDE, 5 générations, 150 années pour atteindre les niveaux de revenus moyens dans la société de la population. Voyez ? Donc ça, c'est les chiffres moyens. Si vous regardez ce chiffre pour la France, on voit que en fait, il faut 6 générations. Il faut plus que donc 150 années. Il faut à peu près entre 175 et 180 années. À le mettre aussi peut-être ces chiffres contextualisés dans d'autres pays de l'OCDE, il y a des situations qui sont un tout petit peu plus favorables. C'est les situations des pays du nord de l'Europe, qui sont évidemment bien connus pour avoir travaillé sur ces questions d'équité et mobilité sociale, en fait, de façon, j'ai envie de dire, historique et de façon bien planifiée depuis de nombreuses années. Mais même dans ces pays-là, il faut attendre 4 générations. Donc même quand vous allez regarder les champions, comme on dit à l'OCDE, de la mobilité sociale, là aussi 4 générations, c'est beaucoup. Si vous regardez des pays comme le Brésil et le Chili, dans l'Amérique du Sud, on arrive à 9 générations. C'est immense. Alors, on regarde aussi la mobilité sociale, comme je disais, il y a, à travers toutes les dimensions. Donc, on peut parler de mobilité sociale par rapport à la question du revenu, du niveau d'études. On peut parler aussi de mobilité sociale par rapport, par exemple, à l'impact de l'état de santé des parents sous les enfants. Et donc, l'autre constat que l'OCDE a fait, c'est que malheureusement, ces problèmes de mobilité sociale, c'est-à-dire d'absence, vous voyez, justement de dynamiques entre générations et l'autre, ou à l'inverse, le fait que si vous êtes venu d'une famille qui a, disons, des conditions de part plus défavorables, c'est là un impact sur votre vie. Et bien ça, on ne le voit pas uniquement sur justement le bien-être matériel, tel qu'il est mesuré par les revenus, mais on le voit aussi dans le bien-être, par exemple, physique et mental, donc tel qu'il est mesuré par la santé. Donc voilà, je dirais, on a tiré la sonnette d'alarme. Maintenant, puisque justement tout le sens de cette journée, c'est de dire comment on fait pour trouver les leviers de mobilité sociale, j'ai envie de dire bien sûr que tout cela n'est pas du tout une situation inéluctable. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a du mal, où les individus et les personnes qui sont dans les bas de l'échelle sociale ont du mal à grimper, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas possible. Donc, en fait, on a étudié à l'OCDE les raisons de l'absence de mobilité sociale. Et on a aussi, bien sûr, essayé de comprendre pourquoi certains pays, malgré tout, font plutôt bien. Donc, il y a évidemment beaucoup de façons d'améliorer cette situation. Alors, 2 questions par rapport à ce que vous venez de dire. La première, c'est est-ce que, pour vous, la mobilité sociale, c'est un concept large? Et par exemple, est-ce que c'est aussi une mobilité horizontale? C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un qui occupe un emploi salarié devient entrepreneur, pour vous, est-ce que c'est de la mobilité ou non? Et la deuxième chose, c'est au fond, de votre point de vue, qu'est-ce qui ressort de vos études qui fait que c'est nécessaire d'avoir cette mobilité sociale? Parce qu'on pourrait dire dans l'absolu, bon, finalement, au fond, si la société est stable et que ça se passe bien, pourquoi est-ce qu'on aura besoin de mobilité, de cette mobilité, pour être un peu provocateur? Oui, donc sur le premier point, en effet, comme je disais, il y a plusieurs façons de vouloir mesurer, vouloir penser
concevoir la mobilité sociale. Et donc, on sait que voilà, il n'y a pas une réponse unique, au sens qu'il y a des sociétés dans lesquelles, en fait, on va considérer que c'est plus important que l'ascenseur social marche entre une génération et l'autre, et d'autres sociétés dans lesquelles on va vouloir penser que c'est important que, disons, cette dynamique positive soit déjà présente à l'intérieur de la vie d'une personne. Je pense qu'on pense que les deux, si possible, sont importantes. Maintenant, c'est intéressant peut-être de nuancer cela en disant que quand vous posez la question aux individus, donc si simplement vous faites une enquête très simple, que vous dites qu'est-ce que c'est pour vous, mobilité sociale, donc à quel niveau ça s'exprime et pourquoi ça a un impact sur votre vie, il est vrai que les gens ont plutôt tendance à parler de mobilité entre les générations. Donc c'est pas tellement, donc ça veut dire que leur référentiel, leur point de référence, c'est donc ce qu'ils ont vécu en tant qu'enfants, donc par rapport à leur famille, etc. Vous voyez, donc ça ne veut pas dire que l'intragénérationnel n'est pas important, mais c'est vrai que au niveau, j'ai envie de dire, de l'imaginaire, enfin individuel et sociétal, c'est ça qui compte. Et ces points, en fait, me permet de répondre, enfin, de faire la transition par rapport à la deuxième question que vous posiez, qui était la question pourquoi la mobilité sociale est importante. Et en fait, elle est bien sûr importante à plusieurs égards. Mais donc, par rapport à ce que je viens de dire, donc, ce qui se passe, c'est que évidemment, dans la société, dans toute société, vous avez tout un tas d'attentes. Et donc, quand vous demandez typiquement, si on demandait aujourd'hui à vos parents, hein, pour les enfants et les jeunes qui sont dans cette salle, les parents vous diraient tout de suite, bah oui, j'aimerais bien que mon enfant fasse mieux que moi, en tout cas qu'il fasse pas pire que ça. Donc en fait, il y a des pressions très fortes dans les générations du milieu pour que les choses ne s'aggravent pas. Et donc ça, c'est très important hein, pour les hommes politiques qui sont dans la salle. C'est vraiment ça qui, souvent, va avoir un impact en fait, sur les décisions qu'on peut vouloir prendre, qu'on va élire nos hommes et nos femmes politiques. Donc cet élément-là, c'est-à-dire que cette attente, je dirais, de l'attente qu'il faut faire mieux. Il faut dire aussi que c'est une attente qui est peut-être englobée dans ce que la France et tous les autres pays de l'OCDE ont vécu après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire quand même 30 ans de ce qu'on appelle les 30 ans de gloire économique, où effectivement on a vu croître, on a vu les pouvoirs les pouvoirs d'achat, les niveaux matériels, etc., s'accroître de façon assez importante. Et donc forcément, je pense que donc, ces générations-là vont projeter cette notion des mobilités sur ses propres enfants. Deux autres raisons essentielles pour lesquelles la mobilité est importante. La première, et c'est vraiment le cœur du sujet de la discussion aujourd'hui avec nous tous, c'est la question des talents. C'est-à-dire qu'on sait, on l'a étudié dans tous les pays de l'OCDE, si vous n'êtes pas dans une société mobile, si la société n'est pas mobile, il y a tout un tas de talents, tout un tas de capacités, compétences, etc., qui sont complètement perdus. Donc, pour l'économiste que je suis, et pour les économistes qui sont peut-être dans la salle, on sait que c'est ça qui compte. Quand vous voulez faire de l'investissement de capital humain, vous avez besoin d'aller identifier ceux qui en fait, doivent investir dans ces fruits de la croissance, et donc vous avez vraiment intérêt à repérer ces talents. Donc les viviers de talents, c'est quelque chose, on sait, c'est sous-exploité et sous-utilisé dans la plupart des pays de l'OCDE. La troisième raison, il y a un lien très fort entre les niveaux de mobilité sociale dans un pays et les niveaux des confiances et la cohésion sociale. Et ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont très importantes. Quand on parle des croissances inclusives, on parle bien sûr d'un sujet, d'une question économique, mais c'est une question qui remet au centre la question de l'équité et la question de la cohésion sociale. On a fait une étude très intéressante à l'OCDE, on a collecté des données expérimentales donc sur les opinions et même les comportements de confiance. Cette étude révèle de façon très précise que c'est les pays dans lesquels la mobilité sociale est plus importante, que ces pays ont les niveaux des confiances les plus importantes et les niveaux vraiment des croyances à le fait que la société tout entière est capable de faire face à des défis économiques et sociétaux majeurs aujourd'hui. Oui, merci. En fait, c'est très clair. Donc, il y a un lien direct entre la mobilité sociale, la capacité à avoir de la mobilité sociale et la cohésion, et également, je dirais, l'ambiance générale et la confiance dans le pays. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de faire un lien avec le deuxième point qui est, au fond, pourquoi il y a ce lien, on peut faire ce lien entre mobilité sociale et entrepreneuriat.
Donc il y a eu un sondage qui a été fait par l'équipe de Citizen et l'équipe Citizen Entrepreneur et l'équipe de 100 000 auprès des élèves, des lycées qui participent aujourd'hui à cette opération. Donc il y a eu 266 réponses d'étudiants interrogés. Et donc ce qui est intéressant, c'est que quand on pose la question de la mobilité sociale, donc est-ce que vous pensez que la mobilité sociale existe en France, ou est-ce que, et deuxième question, est-ce que vous pensez avoir toutes les chances pour atteindre une position sociale plus élevée que vos parents? Donc on parle bien de la mobilité intergénérationnelle dont vous parliez tout à l'heure. Là, en fait, c'est plutôt optimiste, c'est-à-dire plutôt positif. 54% de oui à la première question, 65% à la deuxième, et surtout peu de réponses négatives, seulement 5% et 4% qui pensent qu'il n'y a pas de mobilité sociale et qu'ils ont moins de chances d'atteindre une position sociale plus élevée que les parents. En revanche, quand on pose la question sur l'entrepreneuriat, c'est moins clair, c'est plus mitigé. Quand on demande est-ce que vous avez une opinion sur l'entrepreneuriat, 45% seulement disent opinion positive. 44% n'ont pas d'opinion et seulement 11% c'est négatif. Et quand on dit souhaitez-vous, plus précisément, souhaitez-vous devenir entrepreneur, il y en a quand même 41%, ce qui est élevé, qui disent oui, mais 137% qui ne savent pas et 22% non. Donc ce que moi j'en retiens, c'est que, alors cet échantillon il est non représentatif évidemment et ça a une valeur statistique, mais enfin c'est quand même intéressant. Et donc ce que ça montre, c'est que il y a quand même une croyance dans la mobilité sociale, même si elle est, en tout cas il y a des interrogations. Et il y a une méconnaissance sur l'entrepreneuriat, avec une image positive certes, mais beaucoup d'interrogations aussi. Et donc, ce que ça peut suggérer, la question qu'on peut se poser et que je vous pose, c'est quel lien on peut faire finalement entre l'entrepreneuriat et la mobilité sociale? Pour faire de manière un petit peu caricaturale, on pourrait se dire que autrefois, et ça a été dit dans la session précédente, le moteur essentiel de la mobilité sociale, c'était plutôt la fonction publique, trouver un emploi dans la fonction publique, l'école, la fonction publique, et que des enfants de classes défavorisées qui avaient déjà réussi à faire des études de haut niveau, on avait plutôt tendance à leur dire, écoute, prends pas de risques supplémentaires, reste au chaud, utilise l'ascenseur social républicain, mais ne va pas créer une entreprise, c'est beaucoup plus risqué. Donc, est-ce que c'est des choses que vous retrouvez encore dans vos études de l'OCDE? Est-ce que c'est différent dans d'autres pays? Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce lien entre entrepreneuriat et mobilité sociale? En fait, c'est un lien essentiel et je pense que nous-mêmes à l'OCDE, on ne l'a pas suffisamment creusé et du coup, disons, en lisant un petit peu les matériaux de cette conférence, je me disais que c'est une belle piste en fait pour nous également. Parce que c'est vrai que traditionnellement à l'OCDE, on s'est intéressé à la question de la mobilité sociale, croissance inclusive, mais plus en regardant, disons, typiquement quels sont les impacts des niveaux d'éducation, mais typiquement aussi, bien sûr, des trajectoires du marché du travail. Mais par exemple, en regardant, est-ce qu'il s'agit de travail plus ou moins, on va dire, précaire, ou travail plus ou moins stable, etc. Travail de cadre par rapport au travail plutôt manuel, etc. Et on a fait beaucoup moins ces liens avec l'entrepreneuriat et les entrepreneurs. Néanmoins, on sait que les liens existent parce que on a aussi une évidence que en fait, dans certains pays dans lesquels, donc typiquement dans les pays du nord de l'Europe, où je disais la mobilité sociale est quand même plus forte, il y a effectivement recours à l'entrepreneuriat d'une façon plus importante que par exemple dans un pays comme la France ou l'Italie, d'où je viens, ou d'autres pays du sud de l'Europe. Donc, c'est vrai que, et je reviens sur vos chiffres, parce que vous disiez ce n'est pas un échantillon représentatif, mais on a fait une étude similaire, pour le coup, avec des vrais, on va dire, des enquêtes statistiques un petit peu plus précises, et on tombe sur des résultats fortement similaires. C'est-à-dire qu'en fait, si vous demandez aux jeunes aujourd'hui combien d'entre eux, ils ont envie d'être entrepreneurs, de devenir entrepreneurs, c'est plus ou moins 45-46%. Ça, c'est les pays en Europe. Donc, les pays de l'OCDE qui se trouvent en Europe. Ce n'est pas l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc, ce n'est pas si éloigné que ça de votre... voilà, c'est exactement les mêmes chiffres. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un fossé important entre l'ambition telle qu'elle est, disons, mesurée par ces chiffres, et puis la réalité. C'est-à-dire qu'ensuite, quand vous regardez combien deviennent effectivement entrepreneurs, en Europe, c'est 7%. Donc, c'est énorme. Le décalage est énorme. Les décalages sont beaucoup moins importants aux États-Unis. Donc, on sait que les États-Unis, pour tout un tas de raisons, encore historiques, économiques, etc., ont toujours un peu favorisé, investi dans cette culture de l'entrepreneuriat. Et donc, ça veut dire que là aussi, c'est tout à fait possible de faire en sorte que l'entrepreneuriat devienne un moteur essentiel de cette croissance inclusive.
Maintenant, comme je disais, les liens n'est pas forcément automatique. C'est pas parce que vous commencez à avoir des entrepreneurs que cela signifie mobilité sociale au grand sens inclusive. Donc, il me semble qu'un élément très important qui a été en fait souligné beaucoup dans les interventions initiales ce matin par les trois organisateurs et promoteurs de cette belle journée, c'est la question d'aller là aussi arriver avec des interventions très ciblées sur le type d'entrepreneur, le type d'entrepreneuriat qu'il faut mettre en avant. Donc, si vous regardez qui devient entrepreneur aujourd'hui, il n'y a pas assez de femmes. Il n'y a pas assez de personnes qui viennent, par exemple, des milieux plus défavorisés au départ. Il n'y a pas assez de personnes qui nous viennent de la campagne, ou des milieux ruraux. Vous voyez, donc là, on revient sur cette idée de dire les talents sont partout. Et ça, c'est absolument vérifié. Donc, c'est pas vrai que les talents se concentrent en termes de naissance à Paris par rapport à notre pays, une autre région de la France. C'est pas vrai qu'il y a plus de talents chez les hommes qu'il y a les femmes, etc. Et donc, la question, c'est de dire il faut agir, il faut faire et trouver des façons d'encourager l'entrepreneuriat avec des programmes très spécifiques. Donc, le C2 a des politiques, ou plutôt fait des recommandations là-dessus, comment les pays peuvent aider les jeunes entrepreneurs et qu'est-ce qui est nécessaire de faire. Mais juste pour dire que voilà, il faut avoir à l'esprit qu'on ne va pas intervenir d'une façon très large, il faut vraiment cibler. Oui, alors c'est vrai que ce que vous dites me fait penser à des choses assez concrètes. Effectivement, alors il y a pas mal d'associations qui travaillent sur ces questions particulières. Donc il y a 100 000 entrepreneurs qui a développé un programme très particulier sur l'entrepreneuriat féminin. Au Club 21e siècle, dont j'étais président jusqu'à très peu, on a travaillé sur des programmes de mentoring pour des femmes ou pour des gens entrepreneurs qui souhaitaient développer d'activités venant de quartiers défavorisés. Ou de minorités visibles, qui sont aussi confrontées à des difficultés spécifiques dans le montage, le financement, l'accès au réseau. Et dans l'entreprise dont je suis partenaire, School Lab, on est associé, on est un des partenaires de la French Tech. Donc là, on est vraiment sur l'entrepreneuriat de tech et des startups qui sont en fait, quand on regarde, malheureusement, un secteur finalement où il y a une très forte... le type de l'entrepreneur de start-up, c'est vraiment le CSP++, qui est issu de grandes écoles, de milieux favorisés. Et on a beaucoup de mal à voir effectivement des jeunes qui viennent des quartiers plus défavorisés, qui montent des entreprises spécifiquement de tech et des start-up. Et donc, il y a une prise de conscience sur ce sujet. Et effectivement, le ministère des Finances a d'abord monté French Tech Diversité, qui est devenu French Tech Tremplin, où là, on essaye d'aider donc des jeunes qui viennent, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui viennent de tous les milieux à franchir le pas et franchir la barrière à la fois de l'entrepreneuriat et de la tech. Donc on a besoin mais là effectivement d'initiatives des associations, d'initiatives également qui viennent des acteurs institutionnels et puis peut-être effectivement de l'appui d'organisations internationales qui ont une vision plus large comme la vôtre. Voilà, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pensez que l'OCDE pourrait travailler dans les années qui viennent ? Oui, absolument. Alors peut-être juste pour dire qu'en effet, Marie-Claude, c'est ça ? Marie-Claude Capobianco, au début, rappelait le programme très intéressant de BNP Paribas, justement, aller faire du mentoring, aller faire de l'accompagnement, mais avec des vrais instruments pour justement comprendre la réalité des terrains. Justement, si on a une femme, ça n'est pas du tout la même chose d'avoir un jeune homme, etc. Donc c'est ça, ce genre d'outils. Alors je parle de cette initiative parce qu'à le CDE, en ce moment, on a aussi lancé une coalition qui s'appelle les entreprises pour la croissance inclusive. BNP Paribas est un des acteurs protagonistes. Il y en a une autre qui est dans la salle aujourd'hui, Accenture. Il y en a d'autres. Alors c'est vrai que c'est une coalition qui pour l'instant s'organise essentiellement entre des grandes entreprises, mais dans les sein des travaux de cette coalition, enfin au sein de ces travaux, on a aussi envie d'aller justement travailler avec les entrepreneurs. Et toute l'idée, encore une fois, c'est d'aller arriver à dénicher des talents, mais aussi arriver à apporter des instruments qui concrètement les aident. Ce qui est très bien, je pense qu'on voit en France, mais dans la plupart des pays, le CDE, au niveau effectivement institutionnel, scolaire, universitaire, etc., de nombreux programmes d'égalité des chances. Donc ça se fait de plus en plus. Voilà.
peut-être qu'il faut répartir. Ils sont souvent encore un petit peu généralistes, on va dire, c'est-à-dire qu'ils ne sont peut-être pas un appui de trajectoire ou de parcours spécifiques qui pourraient être justement les parcours d'un entrepreneur. Donc peut-être qu'il faut aller un petit peu plus dans cette direction aussi au niveau public. Mais c'est vrai qu'il y a une attention croissante et donc du coup, je pense qu'il y a un espoir très important qu'on a et on voit un certain nombre d'initiatives aujourd'hui. De toute façon, on est en train de refaire, de repenser l'économie aujourd'hui et c'est génial de voir autant de jeunes dans la salle parce que c'est eux qui vont en effet le faire et transformer complètement la façon dont aujourd'hui l'économie et l'entrepreneuriat en particulier va travailler, va avoir un impact sur la société et sur la croissance. Voilà, donc on a des talents dans la salle, mais je pense que ça serait intéressant d'avoir peut-être des questions des jeunes et des moins jeunes qui sont dans la salle, que ce soit donc des étudiants ou éventuellement des institutionnels ou des acteurs économiques, ça nous intéresse. Oui. Est-ce qu'on peut donner un micro ? Ah, merci. Merci. Bonjour à tous. Alors, moi j'ai une question qui relève un peu de la psychologie finalement ou de la culture du pays. C'est-à-dire qu'en économie, par exemple, on parle de prophétie autoréalisatrice. Et en fait, je me demande dans quelle mesure l'école, en fait, ne devrait pas développer des programmes pour lutter contre les déterminismes en fait, socioculturels. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de parler de Bourdieu, on n'arrête pas de parler du fait que ces 5 générations, parfois on entend 6. Est-ce qu'il ne faut pas mettre l'accent davantage sur justement ceux qui s'en sortent et faire émerger davantage, notamment dans la presse, etc., sur les plateaux de télévision, etc., des rôles modèles? Parce que c'est comme ça en fait, que les gens sont inspirés et qu'ils ont envie d'y croire. Si on n'arrête pas de répéter aux gens que c'est hyper dur, ils n'y croient pas. Alors, quand on leur explique que c'est possible, il y a une psychologie différente qui se développe. Je pense que c'est un point très important et je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut garder un narratif positif. On a publié la semaine dernière, comme ça je vais vous montrer le deuxième rapport. Voilà. Donc un enfant sur les jeunes, les enfants ce qu'on appelle résilients. Donc c'est les enfants qui réussissent. Malgré le fait qu'au départ, ils n'ont pas eu des conditions très faciles. Donc, en effet, quand vous le dites, je suis complètement d'accord avec vous. Les histoires, très concrètes, en fait, des personnes qui ont réussi, sont très importantes. Et je suis d'accord avec vous qu'au niveau de la culture, au niveau de ce qui est véhiculé par les médias, il faut insister énormément sur ces histoires. Maintenant, cela étant dit, la raison pour laquelle à l'OCDE, on insiste beaucoup, et on a publié, je peux vous dire, à peu près une dizaine de rapports depuis 2011 sur cette question-là, c'est parce qu'il y a un risque que la prise de conscience ne soit pas suffisamment forte. Donc, on ne pense pas... Donc, les histoires, vous avez tout à fait raison, et je pense qu'au niveau de ce qui pousse les individus, d'ailleurs, on l'a dit dans ces rapports, on a fait une conférence la semaine dernière où on disait vraiment qu'est-ce qui explique pourquoi des gens réussissent. Vraiment les psychologues, les experts, les personnes qui travaillent dans les systèmes institutionnels de protection de l'enfance, etc., vous disent, à un moment donné, ces gens-là ont rencontré quelqu'un, et cette personne-là est devenue une personne de référence, leur a dit, vous pouvez réussir, etc. Donc ça, c'est tout à fait vrai et nécessaire, mais c'est très important aussi de faire un suivi qui est un petit peu plus, je dirais, statistique, économique, institutionnel, parce que ce suivi-là vous dit que la croissance, telle qu'elle est, elle a fonctionné pendant des années, ça ne marche plus. Et donc, je pense qu'il faut travailler à plusieurs niveaux et à plusieurs dimensions, et vous avez tout à fait raison, et je pense que pour les jeunes qui sont là aujourd'hui, et pour les individus, les personnes qui sont là aujourd'hui, c'est tout à fait important, évidemment, de savoir que c'est tout à fait possible de faire mieux, même de vos parents, mais il faut aussi, au niveau plus large, au niveau plus sociétal, se poser des grandes questions. Et donc, les deux choses sont complémentaires et il faut faire les deux. C'est pour ça que je pense qu'il faut garder le narratif positif, mais aussi continuer à étudier, vous voyez, de façon très objective, quelle est la dynamique des mobilités sociales et pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas et pourquoi certains pays font mieux que d'autres. Et alors, si je peux compléter rapidement sur un autre aspect, c'est que effectivement l'aspect psychologique est absolument important et l'aspect éducatif, c'est-à-dire la manière dont notamment on donne confiance
aux jeunes sur leur capacité à faire. Et alors ça a été dit aussi, on a quand même une vision globalement, un système qui en France est quand même plutôt punitif. Psychologiquement, on cherche plutôt à expliquer aux gens ce qu'ils font pas assez bien que ce qu'ils font bien. Et il y a un grand changement à faire. Et moi, il me semble que ce qui serait intéressant, c'est que par exemple, l'année prochaine, cet événement, il se fasse non pas au ministère des Finances, mais au ministère de l'Éducation nationale. Là, ça serait intéressant et qu'il y ait un vrai dialogue qui s'instaure sur les programmes, la manière dont non pas le contenu des enseignements, mais l'esprit des enseignements et la façon dont on forme aussi les enseignants pour qu'ils soient plus positifs et qu'ils donnent confiance aux jeunes, qui leur permettent de prendre des initiatives et de ne pas avoir peur de se tromper et d'entreprendre en fait. Ouais. Voilà, merci beaucoup pour vos deux interventions. Je pense qu'on peut vous applaudir.